Elle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous où ma réaction l'a réduite au silence et a bouleversé son monde à jamais. Elle l'a dit en épluchant une orange. C'est ce détail qui ne cesse de tourner en boucle dans ma tête. Pas un moment dramatique, pas une confrontation dans une pièce faiblement éclairée, juste elle dans la cuisine, le jus dégoulinant de ses doigts, jetant nonchalamment les épluchures dans l'évier et disant « Au fait, j'ai un rendez-vous ce soir », comme si elle me rappelait de sortir les poubelles. Je n'ai pas laissé tomber mon café. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là, à mi-chemin entre notre salon et le couloir, portant une seule chaussette, tenant un panier de linge comme un trophée que je n'avais pas mérité. Je crois que j'ai souri. Un rictus étrange, comme si mon visage ne savait pas comment réagir. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas levé les yeux. Elle a juste continué à éplucher. J'ai voulu demander pourquoi, mais au fond de moi, je le savais déjà. Ce n'était pas une seule chose. C'étaient des centaines de petites coupures que je n'avais pas vues saigner. La façon dont elle avait arrêté de me dire bonjour. Comment son téléphone était devenu une partie de son corps. Les traces de rouge à lèvres que je faisais semblant de ne pas voir sur les verres à vin, qu'elle jurait provenir de déjeuner avec des collègues. Mais un rendez-vous ? Elle l'avait dit à voix haute. Alors j'ai demandé, est-ce que je le connais ? Elle a enfin levé les yeux. Ses mains étaient collantes. Son expression, lasse. Tu n'as pas besoin de le savoir. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai géré ça comme un homme fier. Que je lui ai dit de sortir. Que j'ai jeté ses vêtements par la fenêtre ou brisé ses verres à vin. Mais non, je suis juste resté là et j'ai murmuré, d'accord. Elle a froncé les sourcils comme si c'était moi qui agissais bizarrement. Puis j'ai fait quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Je me suis approché, j'ai pris les moitiés d'orange qu'elle venait de finir d'éplucher, je les ai délicatement posées sur une serviette en papier et je les ai glissées vers elle. Mange avant de partir, ai-je dit. Tu auras besoin d'énergie. Son sourire s'est brisé. Cette confiance suffisante a disparu en une seconde, parce qu'elle savait ce que cela signifiait. J'en avais fini. Pas de larmes, pas de supplications, pas de dernière dispute. Elle a essayé de dire quelque chose à ce moment-là. Quelque chose comme « ce n'est pas ce que je ». Mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Je me suis retourné, je suis monté à l'étage et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Ce moment, ce fut le début de l'effondrement de tout pour elle. Pas pour moi, parce que je n'étais pas le même Milton qu'elle pensait voir supplier. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé dans la chambre d'amis, fixant le plafond, entièrement habillé avec la porte verrouillée, même si je savais qu'elle ne reviendrait pas. Le silence dans la maison semblait plus bruyant que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Je me demandais sans cesse si c'était ça, la liberté, mais tout ce que je ressentais était un vide. Pas parce qu'elle était partie, mais parce qu'elle était partie bien avant cette nuit-là. Je ne m'étais simplement pas autorisé à l'admettre. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu la porte d'entrée grincer, des pas légers sur le parquet, puis plus rien. Pas de coup frappé à la porte de la chambre d'amis, pas d'excuses, pas de cris. Elle espérait probablement que je dormais. Je l'imaginais marcher pieds nus dans notre chambre, essuyant le maquillage que l'autre avait effacé d'un baiser, se glissant dans le lit comme si c'était une nuit ordinaire. J'ai failli rire. Elle avait encore du jus d'orange sous les ongles. J'ai attendu le matin. Je ne voulais pas de confrontation. Je voulais qu'elle ressente l'absence, qu'elle ressente ce que c'était d'être dans une maison qui ne répondait plus à sa présence. Alors, je me suis levé tôt, je me suis habillé et je suis parti avant qu'elle ne se réveille. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas touché à la cafetière, qui, selon elle, donnait à l'endroit une odeur de sécurité. J'ai tout laissé exactement comme elle l'avait façonné. Froid, immobile. Je suis allé à l'appartement de mon frère Nat, lui disant que c'était pour le travail. Il savait que je mentais, mais il n'a pas posé de questions. Il m'a juste tendu un oreiller et m'a dit « Reste aussi longtemps que nécessaire ». Je me suis assis sur son vieux canapé qui grattait, fixant mon téléphone pendant des heures. Elle n'a pas envoyé de texto, n'a pas appelé, rien. Ce n'est que 3 jours plus tard que j'ai reçu le premier message. Ce n'était pas un paragraphe, ni même une phrase, juste « on peut parler ». Je n'ai pas répondu, non pas par force, mais par épuisement. J'avais passé des années à essayer d'arranger les choses avec elle, à essayer de décoder ce que je faisais de mal, ce que je ne donnais pas, comment je pouvais me contorsionner pour devenir quelqu'un de plus digne d'être aimé. Mais maintenant,
j'étais fatigué d'arranger des choses qu'elle avait déjà décidé de briser. Mais ce message, c'était le début d'une spirale, car plus je ne répondais pas, plus les messages arrivaient. L'un après l'autre. D'abord poli, puis confus, puis en colère, puis est venu le message qui m'a fait marquer une pause. Tu m'as embarrassé. Tu m'as fait passer pour une folle devant lui. C'est là que j'ai réalisé qu'elle avait pris ce silence de l'épluchure d'orange comme une humiliation. Elle n'avait pas le cœur brisé. Elle n'avait même pas de regret. Elle était embarrassée. Son petit coup de force n'avait pas fonctionné comme elle l'imaginait. Je n'étais pas le mari en pleurs dont elle pourrait plus tard dire à ses amis, il ne l'a pas bien pris. Je l'avais trop bien pris. Et ça, pour elle, c'était la vraie trahison. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai ouvert ma galerie de photos, j'ai fait défiler jusqu'au dossier intitulé « Preuve ». Des captures d'écran que j'avais prises des mois auparavant, des messages que j'avais trouvés par accident, des noms que je ne reconnaissais pas, des lieux qu'elle disait n'avoir jamais visités. Je les avais gardés non pas par vengeance, mais parce que j'avais besoin de savoir que je n'étais pas fou. Maintenant, j'en avais une utilité. J'ai appuyé sur « Envoyer » et en quelques secondes, sa réponse est arrivée. Nous devons parler, s'il te plaît. Ah, maintenant elle voulait parler. Trop tard. Les dégâts étaient déjà en train de se déplacer, et pas dans la direction qu'elle attendait. Je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Après lui avoir envoyé ces captures d'écran, je pensais qu'elle se tairait ou qu'elle me lancerait peut-être des accusations, les transformant en une violation de sa vie privée ou quelque chose d'aussi absurde. Mais non, ce que j'ai eu, c'est un autre genre de chaos. Cet après-midi-là, alors que j'étais encore chez Nat à faire semblant de travailler à distance, j'ai reçu un appel de sa sœur, Brianna. Or, Brianna et moi ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an. Elle avait toujours été loyale envers Loretta, mais pas aveugle. J'ai décroché avec prudence et les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Il s'est avéré que Loretta n'avait pas seulement paniqué après avoir reçu ses captures d'écran. Elle était partie en vrille. Elle s'était présentée chez leurs parents en larmes. Elle avait dit à Brianna que j'avais tout détruit, que j'étais mesquin et que j'envoyais des choses qui pourraient ruiner son avenir. Elle a fait comme si je lançais une sorte de campagne de dénigrement. Mais Brianna n'a pas marché. Elle a demandé ce qui s'était réellement passé. Et quand Loretta a refusé d'expliquer, Brianna a fait ce à quoi je ne m'attendais pas, elle m'a appelé directement. Alors je lui ai raconté, pas la version dramatique, juste la vérité. Je lui ai parlé de la nuit où Loretta a dit qu'elle avait un rendez-vous. Comment elle l'a dit comme si de rien n'était. Comment je suis parti sans faire de scène. Et comment j'avais trouvé des mois de messages entre Loretta et quelqu'un enregistré sous le nom de « salle de sport de Megan ». Spoiler, ce n'était pas Megan, et il ne s'agissait certainement pas de fitness. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis Brianna a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle fait ça depuis plus longtemps que tu ne le penses. Elle a admis que Loretta avait déjà fait le coup. Distance émotionnelle, aventure secrète, réécriture de l'histoire pour se faire passer pour la victime. Brianna a dit qu'elle n'avait jamais pensé que ça irait aussi loin, que je serais celui qu'elle essaierait de piétiner si ouvertement. Tu étais censé être sa base de repli, a-t-elle dit, comme si c'était une sorte de compliment. Et peut-être que ça l'était. Peut-être que c'est tout ce que j'ai jamais été pour Loretta, le stable, celui qui tenait la place en attendant que quelqu'un de plus excitant arrive. Quelqu'un de moins doux, de moins prudent, de moins moi. Le lendemain, je suis rentré à la maison pour la première fois en près d'une semaine, non pas pour la voir, mais pour récupérer mon passeport et le reste de mes affaires. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là, mais elle était assise sur le sol du salon, entourée de tiroirs ouverts, de vieilles photos éparpillées partout, comme si elle essayait d'invoquer une version de nous qui était déjà morte. Quand elle m'a vu, elle s'est levée trop vite et a failli trébucher. Son mascara avait coulé, ses cheveux étaient tirés en un chignon désordonné, et sa voix s'est brisée quand elle a dit « Tu n'as pas à faire ça ». Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je suis allé au placard du couloir, j'ai pris mes documents, un sac de sport, et je l'ai refermé avant même de la regarder. Et quand je l'ai finalement fait, j'ai dit « C'est toi qui as fait ça ». Quand tu as épluché une orange et que tu m'as dit que tu avais un rendez-vous comme si je n'existais pas, elle a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Je ne veux pas d'excuses. Je veux la paix. Et ça commence par le fait que tu ne sois plus dans ma vie. Elle a pleuré alors, de vrais sanglots étouffés. Pas pour moi, pour elle-même.
parce que la version de Milton qu'elle pensait ne jamais voir partir, il était déjà parti au moment où elle lui avait tendu son propre cœur et lui avait dit qu'elle avait de meilleurs plans pour la soirée. Je suis sorti par cette porte et je n'ai pas regardé en arrière. Mais l'histoire était loin d'être terminée, car ce que j'ai découvert ensuite, enfoui profondément dans ses sauvegardes cloud, allait tout faire exploser. Je ne cherchais pas plus. C'est la partie qui me hante. J'aurais pu simplement passer à autre chose, prendre un nouveau départ, laisser les décombres de notre mariage pourrir derrière moi. Mais quelque chose en moi, appelé ça l'instinct ou peut-être juste des années de manipulation psychologique, ne pouvait pas laisser tomber. J'avais besoin de connaître toute l'étendue des dégâts. Pas pour le lui jeter au visage, mais pour valider le sentiment rongeant que j'avais vécu avec une inconnue qui portait mon nom de famille comme une veste empruntée. Les photos et les fichiers que j'ai découverts n'étaient même pas bien cachés. Je me suis souvenu que Loretta avait utilisé un compte cloud partagé lorsque nous synchronisions nos calendriers, quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. Mais un soir, chez Nat, en parcourant de vieilles sauvegardes à la recherche d'un document, j'ai vu un dossier intitulé « Planification d'événements ». Il était rempli d'images horodatées, de captures d'écran, de notes vocales. Au début, j'ai cru que c'était lié au travail, mais ensuite j'en ai vu une d'elle dans le miroir d'un hôtel, portant la même robe rouge que celle qu'elle portait le soir où elle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous, sauf que cette photo était horodatée 2 jours avant cette nuit-là. Et elle n'était pas seule. Il était derrière elle, à moitié habillé, tenant un verre de vin. J'ai regardé ça, mes doigts gelés au-dessus du trackpad. L'angle était intime, comme si c'était lui qui l'avait prise. Je ne sais pas ce qui a craqué en moi, mais j'ai tout téléchargé, tout, les photos, les vidéos, même les captures d'écran floues de ce qui ressemblait à des fils de discussion qu'elle avait sauvegardés elle-même. Elle avait documenté leur liaison fièrement, comme si c'était un chapitre de sa vie qui valait la peine d'être conservé. Il y avait même des notes écrites comme des entrées de journal intime. L'une disait « Milton ne partira jamais. Il a trop peur d'être seul. Je crois que je déteste à quel point il m'aime. » J'ai lu celle-là 3 fois, pensant que je l'avais peut-être mal comprise, mais non. Une autre disait « Je vais bientôt lui dire. Ça lui fera du mal, mais ça me libérera. » Mais ce n'est pas ça qui m'a brisé. Ce qui m'a brisé, c'est le dernier fichier, un enregistrement audio. Elle avait dû accidentellement synchroniser ses appels téléphoniques à un moment donné. Dedans, elle rit, un rire fort, sans filtre. Puis elle dit « Non, il n'a même pas discuté, il m'a juste tendu une orange et il est parti comme un chiot triste. » C'était presque décevant. Mon estomac s'est tordu. Ce moment, le moment où j'avais cru sauver une once de dignité, n'avait été qu'une blague pour elle. Pas un tournant, pas une prise de conscience, une blague. Je n'ai pas pleuré, pas à ce moment-là. Je me suis juste senti fini. Pas avec elle, avec tout. Mais je n'étais pas dans la vengeance. Je ne voulais pas lui faire de mal en retour. Ce n'est pas qui je suis. Je voulais juste qu'elle vive dans la vérité. Sa vérité, celle qu'elle a fabriquée avec toutes ses photos, ses notes et ses rires dans mon dos. Alors, j'ai fait l'impensable. J'ai tout envoyé, le dossier, l'audio, les captures d'écran, à ses parents, à Brianna, à ses amis proches, sans message joint, sans explication, juste les fichiers. Laissez-les tirer leurs propres conclusions. Laissez-la être celle qui explique cette fois. Ce qui s'est passé ensuite? Disons simplement que je ne m'attendais pas à ce qu'elle se présente à la porte de Nat, trempée par la pluie, le mascara coulant, hurlant mon nom comme si j'étais le méchant de son histoire. Mais même ça, ce n'était que la surface, car ce qu'elle a dit ensuite devant Nat, notre voisine et la moitié du couloir, était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé sortir de sa bouche. Elle n'a pas frappé. Elle martelait la porte comme une tempête désespérée de se faire ouvrir. Je me souviens que Nat a mis son jeu vidéo en pause, s'est tourné lentement vers moi et a dit « Tu attends le FBI ou quoi ?» Nous savions tous les deux qui c'était. Je suis resté figé sur le canapé, la télécommande à la main, le cœur battant. Je ne voulais pas lui faire face. Pas comme ça. Pas alors que je venais d'exposer tout ce qu'elle cachait. Les coups devinrent plus forts, plus erratiques, jusqu'à ce que Nat se lève et ouvre la porte lui-même. Elle était là, Loretta, trempée par la pluie, les cheveux collés à son visage. Pas de parapluie, pas de manteau, juste de la rage. Derrière elle, notre voisine, Madame Connelly, regardait par sa porte entr'ouverte, pensant probablement qu'un crime se déroulait. Loretta a bousculé Nat comme s'il n'était même pas là. « Milton,
Tu es devenu complètement fou, a-t-elle hurlé. Tu as envoyé ces trucs à mes parents. Je ne me suis pas levé. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé avec le genre de silence qui semble plus fort qu'un cri. Tu es en train de ruiner ma vie, a-t-elle crié. Tu essaies de me détruire. Nat a croisé les bras et s'est appuyé contre le mur, regardant la scène se dérouler comme un spectacle de premier ordre. J'ai gardé les yeux sur Loretta. Non, ai-je finalement dit. Tu as ruiné ta vie. J'ai juste fait en sorte que personne d'autre n'ait à vivre sous ton illusion. Sa voix a baissé, presque tremblante. Pourquoi ferais-tu ça? On était censé garder ça entre nous. Tu m'as humilié. J'ai ri, un son sec et qui m'a même surpris. Tu veux parler d'humiliation? Tu as transformé ma vie en une blague pour tes petites lettres d'amour et tes enregistrements vocaux. Tu as planifié la trahison comme un mariage. Je n'ai fait que distribuer les invitations. Elle s'est tue alors. Ses yeux se sont tournés vers Nat, puis vers le couloir ouvert derrière lui. Quelques têtes de plus jetaient un œil maintenant. J'aurais dû être embarrassé. Je ne l'étais pas. Elle, si. Et puis, dans une tentative désespérée de retourner le récit en sa faveur, elle a craqué. Tu n'as jamais été assez, Milton. Tu étais un personnage secondaire dans ta propre vie. J'avais besoin de quelqu'un qui me voie. C'était le moment, celui qui a coupé plus profondément que tout le reste. Non pas parce que c'était nouveau, mais parce que cela confirmait toutes les craintes privées que j'avais jamais eues. Qu'elle ne m'avait jamais vu comme son égal, juste comme sa solution de repli. Mais je ne l'ai pas laissé paraître. Je me suis levé lentement, je me suis dirigé vers la porte et j'ai dit, tu n'as pas le droit de réécrire cette histoire, Loretta. Tu as choisi ce chemin. J'ai juste fait en sorte que tout le monde puisse lire la même histoire. Sa lèvre inférieure a tremblé. Pendant un instant, elle a semblé sur le point de dire autre chose. Mais ensuite, elle s'est retournée, et sortie en trombe sous la pluie, claquant la porte derrière elle si fort qu'un des cadres photos de Nat est tombé du mur. Le silence qui a suivi était vif et lourd. Nat a laissé échapper un sifflement bas. Eh bien, c'était quelque chose. Je me suis rassis, essayant de calmer ma respiration. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de libération. Le poids de tout cela était enfin en train de se déplacer. Et juste au moment où je pensais que c'était fini, qu'elle se retirerait dans n'importe quelle nouvelle narration qu'elle était en train de tisser, j'ai reçu un email de son patron. Objet, urgent, demande de réunion. Je l'ai ouvert, confus, et ce que j'ai lu à l'intérieur a changé tout ce que je pensais savoir sur sa petite liaison et le coût réel de l'avoir exposé. La ligne d'objet me fixait depuis ce qui semblait être des heures. Urgent, demande de réunion. C'était de Monsieur Cartwright, le patron de Loretta. J'ai survolé l'email sans l'ouvrir, mon estomac se nouant comme un poing. Pourquoi m'envoyait-il un email? Lui et moi ne nous étions jamais parlé directement. Je ne pensais même pas qu'il savait que j'existais. Cela aurait dû être mon premier indice que cela ne me concernait pas. Cela la concernait elle. Je l'ai finalement ouvert. Le message était court, trop court. Il disait, Milton, je crois que nous devrions parler. Certaines choses ont récemment été portées à mon attention et nécessitent des éclaircissements. Veuillez me faire savoir quand vous êtes disponible. D. Cartwright. Je l'ai lu 3 fois. Aucune mention de Loretta, aucun ton, juste une angoisse froide et professionnelle. J'ai pensé qu'elle avait peut-être essayé de retourner l'histoire à nouveau, de la tordre pour que j'aie l'air instable, peut-être dire que je la menaçais, mais quelque chose ne collait pas. Je n'avais jamais contacté son lieu de travail. Je n'avais jamais rien envoyé à lui ou à quiconque dans son entreprise. Mais ensuite, je me suis souvenu du dossier Cloud. Elle avait utilisé ses appareils de travail. Au moins un des fichiers, le clip audio, avait des métadonnées qui montraient qu'il provenait d'un téléphone fourni par l'entreprise. Et c'est là que ça m'a frappé. Sa liaison n'était pas seulement personnelle, elle était professionnelle. Il m'envoyait un email parce que cela lui était tombé dessus, probablement via les RH ou pire, le service juridique. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de savoir où je mettais les pieds. J'ai appelé Brianna. Je me suis dit que si quelqu'un avait une idée, c'était bien elle. Elle a décroché à la 2e sonnerie, la voix tendue. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as rien envoyé à son travail. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit, mais je pense qu'elle l'a fait. Silence de mort à l'autre bout du fil.
Puis Brianna a murmuré, « Milton, tu ne connais pas toute l'histoire. » J'ai attendu, le cœur battant dans ma gorge. Elle ne voyait pas seulement ce type. Il travaille avec elle. Ou travaillait. Je crois qu'il est son chef d'équipe ou quelque chose comme ça. Ils utilisaient les comptes de l'entreprise pour parler, pas seulement les emails, mais Slack, Zoom, Dropbox. Ce n'était pas juste une aventure, Milton. Ça se passait pendant les heures de bureau, lors des séminaires d'entreprise. Je crois même qu'ils ont falsifié des notes de frais pour couvrir certaines de leurs escapades. C'était ça. C'était la pièce que je n'avais pas vue avant. Ce n'était pas seulement une trahison envers moi. C'était de la fraude, une faute professionnelle, un cauchemar potentiel pour les RH. J'avais envoyé ce dossier à sa famille et à ses amis pour exposer ses mensonges. Mais maintenant, ces mensonges empiétaient sur sa carrière. Et si son entreprise avait ouvert les fichiers et tracé les métadonnées, il ne leur faudrait pas longtemps pour voir que toutes les limites professionnelles, éthiques, légales avaient été franchies. J'étais assis là, sur le canapé de Nat, rejouant chaque moment où je pensais avoir été l'idiot. Chaque dîner qu'elle avait manqué, chaque conférence de travail, chaque appel tardif qu'elle prenait sur le balcon. Et puis mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, pas un email, un message d'un numéro inconnu. Nous ne nous sommes pas rencontrés, mais je suis le type que votre femme fréquente. Je pense que vous et moi devrions parler avant que ça n'empire. J'étais figé. L'audace, l'arrogance. Il savait que tout avait explosé. Et maintenant, il voulait parler comme s'il s'agissait d'un malentendu entre égaux. J'ai regardé l'écran, le pouls battant, puis j'ai tapé la seule réponse à laquelle je pouvais penser. Bien sûr, parlons. J'apporterai les preuves. Apportez votre conscience, si vous en avez encore une. Car quelle que soit la conversation qu'il pensait avoir, il était sur le point d'apprendre exactement qui il avait sous-estimé. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un restaurant ouvert 24h24 juste à l'extérieur de la ville, un de ces endroits faiblement éclairés où le café est toujours brûlé et les banquettes sont trop collantes pour s'asseoir confortablement. Cela semblait approprié, un terrain neutre pour une conversation qui n'allait pas être civile. Je ne l'ai pas dit à Nat. Je ne l'ai pas dit à Brianna. Je devais faire ça seul. Il était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette près de la fenêtre, portant un blazer froissé et tapotant ses doigts contre le côté de son verre comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Son nom était Troy, l'homme que Loretta pensait assez excitant pour jeter toute sa vie par-dessus bord. Il a levé les yeux quand je suis entré et, à ma surprise, il s'est levé pour me saluer. « Milton, c'est ça ?» a-t-il demandé comme si nous étions des partenaires commerciaux sur le point de discuter des pertes trimestrielles. Je ne lui ai pas serré la main. Je me suis assis. « Vous avez dit que vous vouliez parler, alors parlez. » Il a soupiré et a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, des captures d'écran, des relevés de voyage de l'entreprise, des choses que je reconnaissais, et d'autres non. « Je sais ce que vous pensez que c'était, » a-t-il dit. Mais ça n'était pas censé aller aussi loin. Loretta a dit que c'était déjà fini entre vous deux. Elle m'a dit qu'elle vivait avec un homme qui ne l'aimait pas, j'ai failli rire, mais c'est sorti plus comme un étouffement. Et vous avez cru ça? Il n'a pas bronché. Oui, jusqu'à ce que votre petite fuite expose la vérité. Je me suis penché en arrière, l'étudiant. Vous pensez que j'ai fait ça pour vous punir? N'est-ce pas le cas, a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Non, je l'ai fait pour que les gens à qui elle mentait arrêtent de la protéger, y compris elle-même. Troy a expiré et s'est frotté la tempe. Tout ça, ça prend des proportions énormes. Les RH m'ont convoqué hier. Il y a un audit interne maintenant. Cartwright est furieux. Le service juridique est impliqué. Loretta est suspendue indéfiniment. Ils ont déjà gelé son accès à tout. Je l'ai regardé. Il avait l'air épuisé. Pas de remords, juste acculé. Bien, ai-je dit d'un ton plat. Il a levé les yeux. Vous ne comprenez pas. Si ça continue de dégénérer, elle pourrait tout perdre. Nous deux, d'ailleurs. Elle ne gère pas bien la situation. J'ai haussé un sourcil. Vous voulez dire les conséquences de ses propres actions? C'est dommage. Il s'est penché en avant, sa voix plus basse. Elle ne dort plus. Elle ne mange plus. Elle part en vrille, mec. Elle vous en veut.
Cette partie m'a presque fait sourire. Bien sûr qu'elle m'en veut. Puis 3 a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, elle a dit que si elle perd ce travail, elle quittera la ville, disparaîtra. Elle parle comme s'il n'y avait plus de vie pour elle ici. Et pendant un moment, juste une seconde, j'ai senti le vieux Milton refaire surface. Celui qui nettoyait toujours les pots cassés, qui pardonnait toujours, qui se pliait en 4 pour arranger les choses. Mais cette version de moi avait disparu. Et je n'allais pas laisser la culpabilité être à nouveau utilisée comme une arme. Je me suis levé, laissant un billet de 20 sur la table sans toucher au café. Vous savez quelle est la vraie tragédie, ai-je dit. Elle avait un mari qui l'aimait sans condition, qui aurait traversé le feu pour la protéger. Et elle a tout incendié juste pour voir ce qui se passerait. 3 n'a rien dit. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Dites-lui que je n'ai pas encore fini. Il y a une dernière chose qu'elle doit voir. Parce que j'avais trouvé autre chose, enfoui dans le même compte cloud. Quelque chose qu'elle avait essayé de supprimer. Quelque chose qui prouvait que cela allait plus loin que même elle ne le réalisait. Et une fois que je l'aurais mis en lumière, le dernier masque tomberait pour tout le monde. Le dernier fichier était caché dans un sous-dossier intitulé « Note de travail ». C'était un mémo vocal de près d'1 heure, enregistré 6 mois avant que tout ne s'effondre. Je ne sais pas si Loretta a oublié de le supprimer ou si elle n'a tout simplement pas réalisé qu'il avait été sauvegardé, mais une fois que je l'ai écouté, j'ai tout compris d'une manière que je n'avais pas comprise auparavant. L'enregistrement commençait avec elle en pleurs, d'abord doucement, puis se transformant en sanglots. Et puis, entre 2 hoquets, elle a commencé à parler. Pas à quelqu'un en particulier, juste à voix haute. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, a-t-elle murmuré. Milton fait tout bien, et je me sens toujours vide. Je n'arrête pas d'essayer de tout gâcher juste pour ressentir quelque chose. Il mérite mieux. J'ai peur. Je ne sais pas comment être aimé sans tout détruire. Je suis resté assis là, en silence, écoutant la femme que je pensais détester paraître si profondément perdue. Cela n'excusait pas ce qu'elle avait fait. Loin de là. Mais cela donnait enfin un contexte au chaos. Elle n'était pas seulement cruelle. Elle était brisée, autodestructrice et terrifiée à l'idée d'être vue telle qu'elle était vraiment. Alors, j'ai pris une dernière décision. Je lui ai envoyé un email. Pas de menace, pas de venin, juste un message auquel elle ne s'attendait pas, je ne vais pas t'enfoncer. Tu t'es déjà assez enfoncé toi-même. J'ai supprimé le dossier, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je le mérite. J'en ai fini de porter ce fardeau. Je lâche prise. Elle n'a jamais répondu, mais une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite, sans adresse de retour. C'était de Loretta. Elle disait qu'elle quittait la ville, qu'elle recommençait à zéro dans un endroit calme. Elle avait commencé une thérapie, n'allait avoir aucun contact avec personne pendant un certain temps, et a finalement admis qu'elle ne m'en voulait pas. Pas vraiment, plus maintenant. Quant à moi, j'ai finalement déménagé de chez Nat pour un petit appartement à moi. Rien d'extraordinaire, mais le mien. Je me suis remis à la photographie, j'ai recommencé à courir, j'ai même adopté un vieux chat grincheux du refuge nommé Winston. Chaque jour n'est pas facile, mais il est à moi maintenant. Et la paix, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne. C'est ce que vous récupérez lorsque vous cessez de confier votre valeur à des gens qui ne l'ont jamais mérité. À tous ceux qui écoutent, si on vous a déjà fait vous sentir invisible, jetable, ou si aimer quelqu'un signifie vous diminuer, sachez qu'il y a une vie après la chute. Et parfois, lâcher prise est la chose la plus courageuse que vous ferez jamais. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Vous êtes sur Reddit Confession, où la vérité ne chuchote pas, elle crie. Si vous avez déjà été dans une situation qui a bouleversé votre monde ou si vous connaissez un événement historique où la décision silencieuse de quelqu'un a tout changé, dites-le nous dans les commentaires. On se voit dans la prochaine vidéo.